Je me présente. Moi, c'est Farah Zahed. Je suis conseillère j'aide chez Constellio, archiviste de formation. Comme disait Ornella, le but là, du webinaire, c'est vraiment de vous donner des trucs pratiques pour mettre en place de votre côté pour la gestion des dossiers RH. Quand on parle de dossiers RH, on parle vraiment là, des dossiers employés, puis comment faire leur gestion. Là, pour la présentation aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai préparé? C'est vraiment une petite chronologie de l'embauche jusqu'au départ, jusqu'au déclenchement même pour la gestion des dossiers. Mais c'est ça, ça veut des trucs, donc ça veut pas dire prenez qu'est-ce qui vous intéresse, laissez qu'est-ce qui vous intéresse pas. Vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement toute la structure que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai juste essayé de rentrer en 1 heure le plus de trucs possible que vous pouvez appliquer. Donc, c'est à prendre et à laisser là, pour vraiment être adapté à vos besoins. Euh, donc, c'est ça. Comme disait Ornella aussi, ben, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Interrompez-moi, il n'y a pas de problème. Des fois, j'ai tendance à parler vite aussi, donc vous pouvez me dire de ralentir, je ne le prendrai pas personnel, je le sais. Donc, allons-y. Gestion des dossiers RH. Comme je vous disais, le sommaire de la présentation, donc on va commencer avec les structures Constellio. Donc, comment structurer ce dossier-là pour faire une gestion optimale de vos dossiers. Et on peut ensuite, en fait, comme je vous disais, comment je l'ai imaginé, c'est vraiment de manière chronologique. Donc, de l'embauche de l'employé pendant son emploi et au départ pour venir après ça appliquer certains concepts de gestion documentaire de fil en aiguille. Donc, je vais vous le présenter de manière théorique là, sur PowerPoint, puis après ça, je vais vous le montrer dans l'environnement Constellio, ça ressemble à quoi, donc vraiment dans un contexte plus pratique. Donc, ça va ressembler un peu à ça. Donc, côté structure dans Constellio. La structure des dossiers, en fait, il y a 2 types de structures qui peuvent être offertes. C'est possible de créer un dossier centralisé, donc vraiment un dossier comme on voit ici au nom de l'employé avec différents volets que moi que je réutilise de BNQ, là, mais donc différents types de différentes fonctionnalités en fait là, des sous-dossiers qu'il va y avoir à l'intérieur pour vraiment venir centraliser l'information tout dans un dossier parent au nom de l'employé. Ou c'est possible de le faire comme dossier distinct. Donc, vraiment avoir un dossier parent qui va être contrat de travail, évaluation, paye cotisation, santé, sécurité. Puis, à l'intérieur de ces dossiers parents-là, il va y avoir un dossier vraiment pour chaque employé qui va se rattacher vraiment au volet directement. Donc, à voir qu'est-ce que vous voulez faire. Euh, Encore une fois aussi, je ne suis pas responsable en RH, je suis archiviste. Donc, j'ai utilisé des cas pratiques environ avec qu'est-ce que j'ai vu de qu'est-ce qui était partagé, notamment sur la BNQ. Mais bien sûr, encore une fois, adapté à vos besoins. C'est pas parce qu'il est sur le PowerPoint que ça veut dire que c'est la vérité absolue. Donc, c'est ça. Et pour les biens du webinaire, personnellement, moi, j'ai préféré y aller avec le dossier centralisé. Pour qu'est-ce que je vais vous montrer, en fait, c'était vraiment plus facile d'utiliser le dossier centralisé pour plusieurs raisons. Mais dans le PowerPoint, qui va vous être partagé aussi là, éventuellement, j'ai fait un petit topo là, sur les avantages et inconvénients d'utiliser chaque structure pour que vous puissiez faire une tête aussi pour voir qu'est-ce qui répond le mieux à vos besoins. Par exemple, du dossier centralisé, les avantages, c'est que ça permet, lors de la création, de créer des gabarits à dupliquer. Donc, vraiment venir faire un copier-coller un peu, si on veut, là, sur le dossier, à place de venir créer individuellement chaque dossier, quand on parle de dossier distinct. C'est possible aussi de vraiment venir optimiser l'utilisation des métadonnées copiées à l'intérieur. Là, j'ai beaucoup de mots qui vont faire beaucoup plus de sens au fur et à mesure du webinaire aussi. Ensuite, on parle aussi de centralisation des informations entrées dans le schéma de métadonnées. Donc, avec un dossier centralisé, ça me permet au sein de mon dossier parent d'entrer toutes mes informations sur mon employé en métadonnées et que pour tous mes utilisateurs, autant peu importe leur rôle au sein des RH, en fait, ils vont savoir que mais dans le dossier parent, toutes les informations sont là à place d'avoir, au contraire du dossier distinct, vraiment c'est la question de OK, mais mes informations, ils se retrouvent où? Au niveau des inconvénients, c'est qu'il faut monter une règle de conservation avec plusieurs délais pour les appliquer aux différents types de documents ou dossiers qui vont être conservés.
Et c'est un peu plus de gestion quand on parle de vraiment gestion de masse documentaire, parce qu'il va y avoir l'utilisation de sous-dossiers. Au niveau du dossier distinct, en fait, c'est un peu le miroir de mon dossier centralisé. Donc, les avantages, en fait, c'est que la gestion des délais de conservation est un peu plus facile. Puis, la gestion de masse de dossier est plus facile parce que c'est un peu plus instinctif de dire, ah, ben là, mes payes sont dans mes payes, à la place d'aller au niveau de l'employé directement. Mais au niveau des inconvénients, c'est que la création manuelle peut être longue parce qu'il va falloir créer 4 dossiers différents. Il va avoir la difficulté lors de l'utilisation de métadonnées copiées parce que, comme on va le voir, en fait, nos métadonnées copiées, elles viennent vraiment prendre l'information au niveau du dossier parent. Donc, c'est plus difficile de venir hériter de valeur. Puis, on va voir quelque chose qui s'appelle la clé d'unicité. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec cette formule-là. En fait, on va la voir plus en détail un peu plus tard. Mais une clé d'unicité, en fait, ça vient éviter la création de doublons en disant, ben, ces informations-là sont répétées, fait que peut-être qu'il est en présence de doublons. Donc, avec l'utilisation de dossiers distincts, ben, des informations sont plus sensibles d'être répétées. Donc là, les clés d'unicité viennent être un peu plus difficiles à utiliser pour ce fait-là. Et finalement, il y a aussi une décentralisation des informations dans le schéma de métadonnées. Donc, une approche un peu moins intuitive si on cherche des informations directement à propos de notre employé. Donc, c'est un peu ça au niveau des structures. Après ça, quand on parle de calendrier de conservation. Donc, qu'est-ce que j'ai observé dans les diverses règles que j'ai consultées quand j'ai monté le webinaire, c'est que en termes de gestion de dossiers RH, les règles se ressemblent tout le temps beaucoup. Ça commence toujours par un 888, qui est jusqu'à pour la durée de l'emploi de notre personne. Ensuite, une période semi-active régulière là, en durée fermée, puis une destruction pour la majorité. Donc, c'est ça qui vient être un petit défi, si on veut, parce que en fait, on veut vraiment être sûr que notre gestion du semi-actif, en fait, réponde bien à nos règles de conservation. Donc, comme je vous disais, moi, personnellement, j'ai décidé d'aller avec mon dossier centralisé. Donc, pour faire cette gestion-là, dans le Constellio, en fait, c'est qu'une règle s'applique à un dossier par an, une règle de conservation, évidemment, et que le délai vient être, en fait, la règle vient être appliquée à ces dossiers enfants. Donc, qu'est-ce que ça nous oblige de faire? En fait, c'est de venir créer une règle de conservation dans Constellio qui, elle, va en fait, avoir plusieurs délais spécifiques là, à nos éléments. Donc, à place d'avoir 4 règles séparées, une par volet, je vais avoir une règle générale, gestion des dossiers RH, et au sein de celle-là, on va avoir plusieurs délais pour être sûr que tous nos éléments soient suivis. Un petit truc. Mais c'est sûr que pour le dossier RH, c'est quand même un peu plus tricky, si je peux dire, parce que la plus longue durée d'un 75 ans en semi-actif, mais ça pourrait être possible d'appliquer le délai le plus long à tous les dossiers et venir dire je vais tout déclasser en même temps au lieu de venir appliquer plusieurs règles. Donc, ça peut être fait. À prendre et à laisser, ça dépend vraiment aussi là, de vous, à quel point ça répond à vos éléments. Ensuite, je vais passer au schéma de métadonnées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour vraiment venir optimiser, si on veut, l'entrée de métadonnées? C'est que j'ai utilisé des métadonnées copiées. Donc, comme je disais tantôt, la métadonnée Excuse-moi, copiée. Farah, Oui, je m'excuse, je me permets avant de passer au prochain. On a une question de Geneviève qui demande quelle est la structure de dossier optimale à appliquer pour une importation avec l'agent. Ben, je pense que ce serait la structure optimale, ce serait celle que Farah a recommandée tantôt, d'avoir vraiment le dossier unifié, ce qui serait plus simple à créer, à importer, à gérer. Oui. Je seconde cette opinion-là. Parfait. Ouais. Donc, ça, puis justement, pour soutenir en fait cette idée-là, c'est que, comme je disais, la métadonnée copiée, c'est qu'on peut venir mettre toutes nos métadonnées au sein de notre dossier parent, puis après ça, venir paramétrer des métadonnées copiées. Donc,
que les sous-dossiers vont venir hériter. Donc, c'est une des façons aussi d'optimiser cette structure-là, en fait, de dossier centralisé. C'est que, par exemple, ici, j'ai pris toutes mes informations employées directement dans mon dossier parent. Et on peut voir que dans son sous-dossier, il y a des métadonnées. En fait, les informations vont être copiées à l'intérieur. Donc, on n'a pas à réentrer manuellement toutes ces informations-là. Mais si on fait de la recherche simplement par sous-dossier, on va quand même avoir des informations de à qui ce sous-dossier-là va être rattaché. Donc, c'est ça qui est vraiment bien avec la structure centralisée, notamment, c'est que ça nous permet d'éviter de faire des entrées manuelles d'informations qu'on a déjà pour être sûr que tout soit bien étiqueté, si on veut, au sein de nos métadonnées. Donc, la métadonnée copie nous permet là, de s'éviter un petit peu là, d'entrée manuelle. Au sein des schémas de métadonnées aussi, comment que un élément qui est vraiment bien euh, et à savoir que je voulais parler un peu de la gestion des doublons pour être sûr de ne pas créer deux fois un dossier pour un même employé. Et pour la gestion des doublons, j'ai utilisé deux outils dans Constellio qui sont vraiment intéressants, mais parfois un peu moins connus. Premièrement, j'ai commencé par, au niveau de la métadonnée directement, mettre une valeur unique. Donc, par exemple, pour ici, un numéro d'assurance sociale, on s'entend, il y a un numéro d'assurance sociale par personne. Donc, j'ai mis cette métadonnée-là unique, qui fait en sorte que si un numéro d'assurance sociale ici est utilisé deux fois dans deux dossiers différents, en fait, il va y avoir un message d'erreur qui va nous empêcher d'enregistrer notre dossier pour dire, ben, désolé, mais cette valeur-là, en fait, a déjà été utilisée ailleurs. Donc, ça permet d'éviter de créer deux fois un dossier là, qui pourrait appartenir à la même personne. Un autre outil que j'ai utilisé, c'est la clé d'unicité. Donc, la clé d'unicité, c'est l'idée de venir mettre certaines métadonnées en groupe et dire quand toutes ces métadonnées-là sont ensemble, on est en présence d'un doublon. Donc, ici, par exemple, dans le cas de dossier RH, je lui ai dit, OK, mais quand il va y avoir une personne qui a le même nom, le même prénom, la même date de naissance, les chances sont qu'on parle à la même personne. Je sais que des fois, il peut y avoir comme quelques exceptions à gérer après, mais on s'entend que les chances dans votre entreprise que vous avez quelqu'un qui ait toutes ces informations-là ensemble sont relativement faibles. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser là, ces valeurs-là. Donc, j'ai dit, OK, ben quand c'est trois éléments-là ensemble. Donc, il peut y avoir une personne qui va avoir le même nom, le même prénom, mais pas la même date de naissance. Ça, c'est pas grave, on peut en créer comme on veut. Mais si ces trois éléments-là sont ensemble, bien là, on voit le petit message d'erreur qui va être créé en dessous. Il veut dire que la clé unique calculée, en fait, il y a des éléments qui sont les mêmes, puis il veut dire aussi c'est quoi les éléments. Donc, de cette manière-là, ça nous permet de venir pointer aussi pour savoir notre problème, là, il se trouve où. Oui. Je disais aussi que la création de métadonnées dans des schémas par défaut. Donc, je voulais parler un peu de cet élément-là, que en fait, quand on crée un schéma en fait, des métadonnées dans le Excuse-moi, schéma, Farah, oui. je suis comme pas bonne aujourd'hui avec mes timings, mais avant que Mais non. avant que tu embarques dans le nouveau sujet, alors on a une question d'Emilio qui demande, Allô, les métadonnées sont copiées à partir d'où? En fait, c'est à partir, ben, je vais vous montrer tantôt plusieurs pratiques, mais on vient pointer du doigt pour dire l'origine, elle est où. Pour les besoins du webinaire, ici, moi, je l'ai pris à partir euh, du dossier parent. Donc, j'ai entré toutes les informations dans le dossier parent et ensuite, quand j'ai créé ma métadonnée copie, j'ai dit, OK, ben, à partir du dossier parent, je veux que cette métadonnée-là qui est rentrée, tu viennes la copier à l'intérieur euh, de, de ta fiche de métadonnées. Donc, son origine, c'est vraiment à partir du parent. Euh, mais si je vais vous montrer un peu plus tard, directement dans Constellio, peut-être que ça va plus avoir de ça. Parfait. Merci. On a Geneviève qui dit, et oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même un edge case, mais il y a le numéro d'assurance sociale peut changer selon le statut d'un employé. Des fois, avec un nouveau Mhm. visa de travail ou si tu passes de visa de travail à résident, tu peux avoir un nouveau NAS.
Oui, effectivement, mais je voulais dire que le numéro en tant que tel est supposé être unique, mais ça serait possible de mettre, par exemple, la métadonnée numéro d'assurance sociale en multivaleur. Donc, de cette manière-là, venir soit le changer ou venir les additionner, là, peu importe vos besoins. Euh, Ça peut être une option tout à fait. Mais oui, effectivement, ça peut changer aussi. Mais je voulais vraiment dire le numéro en tant que tel, la valeur entrée. Et encore Parfait. là, si ça s'applique pas puis que vous voulez changer, mais sachez juste que la valeur peut être unique, peu importe c'est quoi de quoi qu'on parle. Une autre question avant de continuer. Ouais. Est-ce que la gestion des doublons peut être faite en association entre une cote et un as, par exemple? J'imagine sur la clé d'unicité. Est-ce que tu peux Quand choisir cette combinaison-là? on parle de code, j'imagine qu'on parle comme de numéro d'employé Rubrique de ou de classification, je crois. rubrique. Ah, oui, absolument. En fait, au niveau. Revenir. Donc, est-ce que vous voyez mon curseur, Ornella? Parce que je pointe des choses avec mon curseur depuis tantôt dans mon PowerPoint, puis je ne sais pas si on le voit. Je crois qu'on le voit sur la clé d'unicité. OK, parfait. Oui. Donc, dans la clé d'unicité, en fait, vous voyez, on vient vraiment choisir quelle métadonnée on veut venir mettre ensemble pour la créer. Donc, ça pourrait être vraiment facile, en fait, de venir juste insérer pour dire oui, moi, je veux ma rubrique avec tel autre. Désolée, l'exemple me manque, mais comme tel autre élément. Donc, c'est vraiment possible, peu importe vous, les informations qui vous parlent le plus, que vous voulez éviter, en fait, que ça soit dédoublé, de venir les mettre ensemble. Donc, c'est vraiment à partir là, du petit champ métadonnées que vous venez chercher, puis vous pouvez venir chercher dans toutes les métadonnées qui sont créées de votre côté dans le construit. OK. Je pense qu'on va prendre une dernière question avant de poursuivre. Est-ce qu'on peut importer un dossier complexe d'employés avec un fichier CSV des métadonnées? Je pense qu'on parle du client d'importation. Est-ce qu'on peut importer un dossier complexe d'employés avec un fichier CSV des métadonnées? Oui, si je comprends bien la question, on utilise le client d'importation, donc avec un fichier CSV, là, un gabarit Excel dans lequel on met toutes les métadonnées et puis on peut l'importer dans Constellio et ça crée justement les dossiers de cette façon. Oui, absolument. Parfait. Euh, Bon. oui, donc, continuons. Donc, du côté du schéma de métadonnées, je vous ai acheté un petit truc qui dit en fait que la création de métadonnées directement dans le schéma par défaut permet de venir alimenter des schémas spécifiques. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que, par exemple, si je crée la métadonnée prénom, je peux le venir la créer dans mon schéma de métadonnées par défaut, de manière à ce que cette métadonnée-là se retrouve dans tous les schémas spécifiques que je viens de créer. Donc, de cette manière-là, ça permet d'éviter de créer de manière multiple la même métadonnée. Par exemple, justement, prénom, ben, on peut en avoir besoin pour nos dossiers RH, mais on peut en avoir besoin pour nos dossiers de clients, pour nos dossiers de peu importe le prénom, on peut le retrouver dans bien des endroits. Donc, ça permet d'éviter la duplication de champs de métadonnées inutiles. Puis, ça permet aussi l'utilisation de métadonnées copiées. Donc, quand je viens faire mon lien, justement, qu'on parlait un peu de l'origine de notre métadonnée copiée, d'habitude, on vient vraiment chercher l'information au sein du schéma par défaut. Donc, c'est vraiment plus utile de le créer par là. Si vous n'en avez pas besoin de votre métadonnée par défaut, mais que vous voulez qu'elle soit dans le spécifique, on peut venir aussi la désactiver. Donc, c'est des éléments que je vais vous montrer là, directement dans Constellio, mais sachez que c'est vraiment une bonne pratique à appliquer là, pour éviter de venir recréer toujours les mêmes éléments, puis venir vraiment optimiser là, votre gestion de métadonnées là, au sein de Constellio. Donc, petit truc. Donc, au niveau de tout ce qui se passait dans la configuration Constellio, c'était un peu ça. Je sais pas si y avait d'autres questions, Arnella, avant que je passe au niveau de la création du dossier. Pour l'instant, non. Bon, super. Donc, dans notre chronologie, on commence à l'embauche. Donc, je sais aussi là, que d'un niveau de déploiement avec Constellio, vous avez toujours une migration de map de dossiers, ben, peu importe de dossier à faire dans Constellio. C'est pas un point qu'on traite aujourd'hui. C'est vraiment plus du côté day-to-day qu'on va faire. Donc, Constellio est chez vous, comment bien l'utiliser. Donc, c'est pour ça que la création du dossier
la manière que je vais vous montrer comment l'utiliser, c'est vraiment de manière plus manuelle, là, de Ah, il y a un nouvel employé, qu'est-ce que je fais? Donc, comment je suis allée, moi, c'est quand, encore une fois, j'utilise la structure de dossier centralisé. Donc, une façon super efficace, en fait, là, de venir, en fait, tout le temps prendre la même forme de structure, ça serait de créer un gabarit. Donc, il y a un peu la première image que j'ai ici. Donc, j'ai fait un 01-gabarit avec la structure que je veux. De cette manière-là, je sais que tous mes schémas spécifiques sont appliqués et que tous mes délais sont les bons aussi pour tous mes sous-dossiers. Donc, à place de venir recréer à chaque fois, bien, je fais mon gabarit et je peux aller dans les actions Constellio, dire dupliquer et choisir dupliquer la fiche et son arborescence. De cette manière-là, en fait, ça vient vraiment tout reprendre ce bloc-là, le recréer, puis on va pouvoir le remplir pour notre nouvel embauche. Je voulais mettre dans mes petits trucs que c'est aussi possible d'automatiser la création de dossiers avec l'aide d'API et de scripts, des choses qui se sont faites ailleurs avec des personnes qu'on a consultées. Donc, sachez que c'est des éléments là, qui sont possibles, que vous pouvez regarder avec vos TI là, sur la faisabilité, mais c'est des choses qui sont possibles d'être faites. Donc, petite note sur cet élément-là. Donc, c'est un peu ça. Tout simplement, là, la création des documents, vraiment, si vous voulez y aller vraiment plus manuellement là, par la duplication, c'est vraiment un petit truc assez simple qui fait bien sauver du temps, en fait. Ensuite, du niveau de pendant l'emploi, j'ai décidé de parler un peu de la gestion de la sécurité. J'ai passé toute la partie de groupe d'autorisation spécifique héritée, prenant en compte que, comme si vous aviez déjà conseillé, donc comment faire une bonne gestion de la sécurité. De toute façon, c'est des points comme un peu plus de base là, pour la gestion de la sécurité. Je voulais vous montrer des éléments un peu plus méconnus qui sont vraiment utiles pour faire une bonne gestion de la sécurité. Donc, j'ai décidé de vous parler un peu de la sécurité à partir de métadonnées. Donc, il y a deux éléments qui peuvent être utilisés pour sécuriser nos données. Le premier est un élément qui se trouve dans la création de métadonnées, qui est limiter l'accès en lecture. Limiter l'accès en lecture, ça fait en sorte qu'on peut venir sélectionner certains rôles spécifiquement qui peuvent, eux, consulter une métadonnée et la valeur à l'intérieur et venir l'effacer, en fait, la rendre invisible pour d'autres utilisateurs. Donc, par exemple, dans l'exemple que j'ai dans mon PowerPoint, on a les administrateurs et les gestionnaires qui peuvent visualiser euh, cette métadonnée-là. Encore une fois, j'ai utilisé là, le numéro d'assurance sociale pour ce point-là. Mais mes utilisateurs et mes responsables de gestion documentaire, eux, n'auraient pas nécessairement à avoir à consulter le numéro d'assurance sociale parce que ben, ça leur regarde pas. Donc, eux, en fait, la métadonnée ne va pas apparaître de leur côté. L'autre élément de métadonnées, c'est la classification de sécurité. La classification de sécurité, c'est une métadonnée qu'on peut venir ajouter directement à nos dossiers ou à nos documents même, et sous une structure que nous-mêmes on vient créer. Donc, c'est quand même vraiment bien parce que c'est vraiment très malléable selon vos besoins, selon votre vocabulaire ici, pour venir dire, OK, ben, quel niveau de sécurité je veux mettre à cet élément-là. Et cette métadonnée-là, on vient l'appliquer à notre enregistrement, donc notre dossier ou notre document, et à nos utilisateurs. Ça peut être un groupe ou une personne. Et quand on vient dire, par exemple, OK, bien, Farah Verrette a accès aux données critiques et ce dossier-là, c'est une donnée qui contient des données critiques, ben, en fait, ça vient dire que moi, je vais pouvoir les consulter, mais toutes les personnes qui n'ont pas cette classification-là ne vont pas pouvoir. Donc, ça vient aussi limiter une visualisation à ce niveau-là aussi. Qu'est-ce qui est vraiment bien avec la classification de sécurité, c'est puisque c'est une métadonnée directement, quand on a la classification, on peut venir l'introduire dans notre recherche avancée, sortir des rapports de combien d'éléments on peut conserver qui ont, par exemple, la valeur donnée critique ou des éléments comme ça. Donc, c'est quand même bien aussi pour venir faire des veilles de sécurité. Hop, ça faisait partie de mon petit truc, comme vous pouvez voir. Et j'avais aussi ajouté que, vu que la métadonnée classification sécurité est vraiment une métadonnée comme telle, vous pouvez aussi la faire en lot. Donc, si vous voulez vraiment venir l'appliquer pour la première fois, parce que c'est pas un élément que vous
utilisez présentement, ben, vous pourriez faire une recherche avancée, sortir par exemple tous vos dossiers de mesures disciplinaires et venir faire un traitement à l'eau pour l'appliquer tout d'un bout sur tous vos dossiers. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là aussi pour le traitement en l'eau. Le dernier élément plus chronologique avant de passer à la démo, c'est pour la question du déclassement. Donc, il y a deux éléments au déclassement. Donc, tout ce qui est fermeture du dossier. Donc, on va voir pour fermer le dossier parent, on peut faire une entrée manuelle quand on vient rentrer la date de départ de l'employé. De toute façon, c'est une valeur qui est quand même bien importante à conserver la date de départ. Et ensuite, on va pouvoir aussi venir fermer les sous-dossiers à partir de listes de déclassement, donc en lot, qui pourrait se faire, par exemple, une fois par année lors de votre déclassement. On a eu aussi une table ronde avant le webinaire avec certains collaborateurs qui nous ont donné tout plein de trucs. Puis ça, c'est un truc que j'ai vraiment trouvé bien. Une bonne pratique était de demander aux responsables RH de noter dans Constellio tous les nouveaux départs tous les mois. Donc, ça permettait vraiment une meilleure gestion parce qu'une fois par mois, ça se fait quand même bien. Puis, de cette manière-là aussi, la responsable de gestion documentaire pouvait s'assurer de faire un petit suivi avec ses utilisateurs pour voir Constellio, comment ça va, puis pour rentrer leurs données. Donc, j'avais bien aimé le truc, donc je l'ai mis dans mon petit PowerPoint qui pourrait vraiment être une bonne pratique à appliquer là, puis à mettre au sein de vos organisations. Et finalement, en fait, au niveau du déclassement, il y a bien sûr le changement de statut archivistique. Donc, à la période de déclassement, il va être possible de créer des listes de déclassement pour faire passer tous les documents du stade actif à semi-actif. Un petit truc aussi, si c'est juste comme ça, parce que c'est un élément que j'aime bien noter, mais si vous ne faites pas la gestion de format physique, c'est vraiment pratique de mettre la métadonnée support en valeur par défaut de dossier numérique. Donc, de cette manière-là, en fait, là, ça vous évite une étape au sein du déclassement. Donc, sachez que c'est vraiment pratique de mettre cette métadonnée-là support avec dossier numérique par défaut. Là, ça vous évite quelques clics au niveau du déclassement. Et vu qu'il y en a déjà 2-3, c'est toujours pratique de s'en éviter. Donc, petit. Finalement, je vais terminer aussi avec les modules liés. Je vais vous montrer à la fin. C'est moi au niveau de la gestion des dossiers RH. Mais sachez que dans Constellio, ça permet aussi le flux de travail, donc créer des workflows, donc des enfilades de tâches pour réaliser des processus. Qui peuvent aider aussi à votre gestion RH plus générale. Je vais vous montrer aussi à la fin là, une manière de l'utiliser. Mais ça pourrait être utilisation possible que j'ai noté qui pourrait être des demandes de maladies, intégration, information, remboursement. Donc, sachez que c'est un module que Constellio offre qui peuvent vraiment venir vous aider au niveau de la gestion RH en général. Donc, passons à la démonstration. Est-ce qu'on peut prendre une question avant, Farah? Mais oui. Alors, est-ce que la classification de sécurité peut servir, par exemple, à gérer l'accès d'un sous-dossier? Par exemple, le dossier santé que seul un employé a le droit de voir? Oui, absolument. C'est même, ça fait partie de mes exemples, donc vous allez être bien satisfait. Excellent. Et niveau sécurité encore, est-ce qu'on peut limiter des utilisateurs à certains dossiers? Par exemple, je peux voir tous les dossiers RH sauf le mien. Oui, absolument. C'est pas un point que j'ai inclus dans le PowerPoint. Par contre, à noter que c'est possible d'être fait par les autorisations négatives. Donc, si je vais dans un dossier, je vais vous le montrer en exemple, ça va être plus parlant. Je reviendrai. Puis si je ne le fais pas, venez là, s'il te plaît, me dire Farah, t'as passé tout droit. Ça marche. Il y a d'autres exemples, d'autres questions? Pour l'instant, non. Je pense qu'on peut y aller avec la démo. Non? Parfait. Donc, présentement, je suis dans mon environnement Constellio. Je vais faire un petit zoom et je suis connectée sur un compte à mon nom, donc Farah Verrette, qui a un rôle administrateur et toutes les classifications de sécurité. Donc, moi, je peux tout voir. Donc, si je viens ici,
on voit que j'ai mes différents dossiers employés et qu'à l'intérieur de tous mes dossiers parents au nom de l'employé, j'ai les volets. Donc, on va y aller de manière un peu au fil de la présentation. Donc, on va commencer un peu avec le gabarit. Donc, si j'ai un nouvel employé, qu'est-ce que je fais? Donc, je pourrais venir chercher mon gabarit ici. Comme je vous disais, j'ai ma structure, mes types de métadonnées sont les bons. Donc, je viens dupliquer ici, dupliquer la fiche et son arborescence. Et là, ça vient ouvrir vraiment toutes mes métadonnées que j'ai créées pour la gestion de mes dossiers RH. Donc, je pourrais venir créer mon nouvel utilisateur, donc qui pourrait être par adresse. J'avais mis la chambre numéro d'employé, donc je peux dire que je suis dans 4. Nom, paquet, paragraphe, une date de naissance. Donc, femme, adresse 1, 2, 3, première avenue. Donc, vous comprenez, là, on rentre toutes les informations. J'en ai mis aucune d'obligatoire juste pour avoir un peu plus de flexibilité là, au sein du webinaire. Je vais prendre numéro d'assurance sociale. Désolée, mais je ne vais pas rentrer mon vrai. Date d'entrée en poste, je vais dire, je suis rentrée en 2019. Et là, je pourrais rentrer, par exemple, c'était juste pour vous donner un peu des idées de quelles métadonnées qui pourraient être créées. J'ai mis aussi de catégories d'emploi, donc c'est quoi environ, qu'est-ce que je fais. Un département et le nom du poste. Donc, il pourrait être des métadonnées pratiques pour vous faire votre gestion. Une fois que je suis satisfaite avec ça, je vais pouvoir enregistrer et ça vient créer ma fiche de métadonnées. Donc, vous voyez, même ma fiche, mon dossier RH. Donc, vous voyez mon titre, mes métadonnées. Dans mon contenu, je vais avoir mes volets. Et si je viens consulter, par exemple, contrat de travail embauche, vous voyez que j'ai mes métadonnées calculées. Pour être moins mêlant, mes métadonnées calculées sont celles en majuscules. Donc, comme ça, vous pouvez savoir, facile de suivre le fil de création un peu. Donc, mon numéro d'employé, nom, prénom et date de naissance. Pourquoi date de Copier ou naissance? calculer, Farah? Copier ou calculer? Copier, pardon. Oui, désolée. Mes métadonnées copiées. Merci. Donc, pourquoi j'ai pris aussi décidé de copier ma date de naissance? Parce que la date de naissance est une valeur qui est nécessaire pour mon délai de conservation. Donc, dans le cas de contrat de travail et embauche, si je vais dans mes métadonnées ici, plus GED, on voit que pour ma rubrique du plan, j'avais vraiment mes ressources humaines. Règle de conservation, j'ai juste fait gestion des dossiers d'employés parce qu'on voit là, les différents délais. Donc, comme je vous disais, j'avais utilisé plusieurs délais au sein d'une seule et même règle. Et ces éléments-là, si on regarde le R2, c'est 75 ans après la date de naissance de l'employé, le semi-actif. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser la date de naissance. Donc, ça ressemble un peu à ça, la création. Je vais aussi vous montrer, puisqu'on est dans nos métadonnées, je vais venir utiliser le dupliquer ici, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait si je viens réutiliser des données que j'ai dit qui étaient soit uniques ou soit avec la clé d'unicité. Je vais venir l'afficher ici, par exemple. Donc, ça. Donc, ici, si vous vous souvenez, j'avais dit, j'ai mis une clé d'unicité qui dit que si mon nom, mon prénom et ma date de naissance sont les mêmes valeurs, ça ne va pas vouloir. Donc, si je viens essayer d'enregistrer, vous voyez que ça vient dire non, désolé, ça ne passe pas le test. Et même chose, c'est cette valeur-là pour dire que c'est pas la même. Même chose au niveau du numéro d'assurance sociale. Si j'entre encore la même valeur, ça vient dire désolé, c'est déjà utilisé. Donc, ça ressemble un peu à ça là, pour les éléments d'éviter la création de doublons quand on vient entrer les informations qui sont voulues uniques. Donc, on a notre employé ici. C'est ça. Au niveau de la sécurité, donc on va passer.
continue au niveau de la sécurité. Comme je vous disais, il y avait deux éléments que j'ai pris en considération. Donc, si je vais dans mon schéma de métadonnées, j'ai mes dossiers ici, mon dossier employé, et on peut aller voir mon numéro d'assurance sociale que j'ai mis ici pour limiter l'accès en lecture pour des rôles. Comme je vous disais, je suis administratrice. Présentement, j'ai le droit. Dans quelques minutes, je vais me connecter comme utilisateur, puis vous allez voir la différence là, entre l'application. Une fois que la sécurité est appliquée ou non sur un élément. Donc, j'ai ces champs-là. Et au niveau des classifications de sécurité, la classification de sécurité, elle va se trouver au niveau de gérer la sécurité. Et on a l'onglet classification. Donc, c'est ici que j'ai pu créer mes éléments. Donc, vous voyez, il y a comme des petites images qui apparaissent. Donc, si je voulais venir ajouter un niveau, je pourrais le faire. Je pourrais créer une toute autre arborescence. Je sais que certaines personnes disent, OK, données sensibles RH, données critiques RH, données sensibles finance. Donc, de cette manière-là, ça permet aussi de venir compartimentaliser. Donc, c'est vraiment, la classification de sécurité, c'est vraiment très malléable selon vos besoins. Donc, c'est quand même bien intéressant. Donc, vous voyez que c'est appliqué ici. Moi, pour ma gestion de sécurité, j'ai fait un groupe ressources humaines où est-ce que j'ai mis 2 utilisateurs avec données sensibles, disant que, OK, ben, certains employés RH peuvent avoir données sensibles. Par contre, j'ai fait un autre un sous-groupe, un niveau plus haut, si on veut, pour dire, OK, ben là, j'ai ressources humaines, santé, sécurité. Donc, justement, l'exemple qu'on parlait tantôt. Où est-ce que j'ai dit ça, c'est vraiment des données critiques. Donc, c'est seulement une personne dans le groupe qui peut voir ces éléments-là. Justement, ça me fait penser. Là, les autorisations négatives. Donc, justement, j'ai créé un dossier à mon nom. Je pourrais venir ici. Je ne sais pas si tu peux le faire pour moi, mais venir dans mes autorisations. Oui. M'enlever les droits sur ces éléments-là et ajouter une autorisation sur. Ben là, Constellio ne permet pas. OK. On va faire comme si c'était une autre personne parce que Constellio dit ben, tu peux pas t'enlever une autorisation à toi, mais ça serait le chemin de passer. Donc, vraiment dire, OK, ben, par exemple, si Ornella voulait venir me retirer à moi une autorisation, ben là, ça passerait. C'est juste que Constellio ne permet pas de venir s'appliquer à nous la sécurité parce que ça serait comme pas tant de. Donc, mais bref, ça serait par ce chemin-là qu'on pourrait passer, là, de venir vraiment dire, OK, autorisation, ajouter une autorisation, puis je pourrais venir chercher mon utilisateur à qui on veut enlever le droit. Donc, dire, OK, ben, cette personne-là ne peut pas consulter son dossier et dire refuser. Donc, ça viendrait refuser l'accès, lecture, écriture, suppression. Je peux mettre une date de début, une date de fin, puis venir enregistrer. Donc, de cette manière-là, cette personne-là aurait le droit de consulter tous les dossiers employés, sauf lui qu'on a mis en refusé, donc le sien. Donc, ça ressemble un peu à celle du côté administrateur. Donc, comme je vous disais, je vais vous montrer maintenant, une fois la sécurité un peu plus restreinte au niveau d'un utilisateur moyen, disons. Je vais venir ici. Et là, je suis dans un nouveau Constellio. Donc, je vais venir ici. Et vous remarquerez, là, c'est au nom de Joséphine March. Donc, une personne que j'ai mis dans mon groupe RH qui peut voir les données sensibles, mais qui est utilisateur, donc qui ne peut pas voir certains éléments. Donc, si je vais de son côté à elle, son expérience utilisateur, on voit déjà qu'il y a certaines actions qu'elle ne peut pas faire à cause de ce rôle-là, mais qu'elle peut aussi si elle veut consulter un dossier. Mais premièrement, j'avais mis santé et sécurité comme données critiques. Donc, vous voyez que dans les arborescences, le 4e sous-dossier n'apparaît pas parce qu'elle n'a pas cette classification-là. Et deuxième limitation, c'est que si je vais ici, on peut voir que la métadonnée numéro d'assurance sociale n'apparaît pas non plus. Vous voulez même ici. On voit là qu'il n'y a pas de numéro d'assurance sociale qui suit parce que j'ai limité l'accès en lecture et que les utilisateurs n'ont pas le droit de voir cette métadonnée-là. Donc, ça ressemble à ça un peu
au niveau là, de l'utilisateur moyen, qu'on voit là, qu'il y a vraiment des accès qui peuvent être restreints au niveau de données plus sensibles et confidentielles. Donc, c'est un peu ça pour la sécurité. Passons au dernier plan qui est le déclassement. Donc, je vais quitter ma chère Joséphine qui est utilisatrice parce qu'elle ne fait pas le déclassement. Mais elle pourrait, par exemple, dire ah, ben moi, je suis technicienne en RH, peu importe, et dire OK, ben, Sarah Verrette, elle a quitté maintenant. Donc, on est la fois du mois qu'on rentre les départs. Pourrait venir modifier à l'utilisatrice, elle n'a pas le droit de modifier. Donc, je vais venir me reconnecter comme Sarah Verrette. Donc, de retour, là, désolée, je vous fais bouger un peu, mais je voulais vraiment vous montrer les deux visions un peu. Et là, je pourrais dire, OK, ben, Sarah nous a quittés. Donc, je viens modifier la fiche ici. Je vais mettre une date de départ, donc dire elle a quitté le 6 mars. Je l'ai rentré le 14. Donc, j'ai fermé son dossier. Enregistré. Oui. Donc, le départ. On fait ça, on prend des bonnes habitudes. Une fois par mois, on rentre les personnes qui quittent. Et là, on est rendu, on avance dans le temps, à la période de déclassement. On veut faire un déclassement. On vient ici, dans l'onglet déclassement. Liste. Et là, première étape, on vient fermer tous nos dossiers à fermer. Parce que si je vous rappelle nos règles qu'on a vues il y a comme maintenant un petit bout, toute l'actif est en 888. Donc, la première étape est vraiment de venir fermer tous nos dossiers, nos sous-dossiers pour pouvoir les déclasser. Donc, je pourrais dire mes délais ouverts en RH. Et là, pour venir faire la séparation, qu'est-ce que moi j'aime bien faire? C'est dire, OK, par exemple, la date de départ, parce que métadonnées copiées, donc on vient la chercher ici, parce qu'elle est suivie dans tous les sous-dossiers. Donc, la date de départ est plus petite qu'aujourd'hui. Donc, tous les gens qui ont quitté avant, on vient chercher. Et là, on voit qu'on a nos quatre sous-dossiers. Donc, je pourrais venir toutes les sélectionner. Générer une liste de déclassement. Fermeture. Dans un monde idéal avec un meilleur nommage que ça, mais pour les besoins de la cause, on veut juste appeler notre liste de classement fermeture. Et là, on peut venir traiter nos éléments dans le fil de traitement et venir tout fermer. Je passe vite le déclassement parce que ça, c'est une autre tasse de thé. C'est super intéressant, mais je ne veux pas vous garder trop longtemps. Donc, je passe quelques étapes juste pour vous dire que ça vient vraiment faire un traitement lourd pour fermer tous nos 888 présentement. Après ça, on sera en mesure, dans notre liste de déclassement, de venir transférer de l'actif au semi-actif, donc faire notre changement. Par contre, pour les besoins du webinaire, encore une fois, la configuration des dates, présentement, moi, elle est configurée au 31 décembre et on n'est pas le 31 décembre. Donc, si je sors mes listes, présentement, il n'y a pas d'éléments qui vont sortir vu que mes dossiers ont été fermés aujourd'hui et que mon déclassement est prévu pour plus tard dans l'année. Donc, juste pour j'ai déjà déclassé un dossier, donc qui apparaît ici en orange pour dire, ben, ça ressemble à quoi un dossier semi-actif. Donc, on voit en orange ici. Et comme je vous disais, les petits changements au sein de mes délais sont vraiment directement là, dans mon semi-actif. Donc, je vais chercher juste pour vous montrer. Juste ici, puis aller dans les dates de destruction. Donc, juste pour vous montrer. Ah, je vais mettre le délai. Donc, comme ça, je ne sais pas si c'est clair, je vais faire un autre petit zoom pour vous montrer que pour chaque sous-dossier, comme je vous disais, chaque volet, il y a un délai différent qui s'applique avec différentes règles, mais vous voyez que selon l'exemplaire, les dates ici vont être prévues là, pour être détruites selon le délai qui a été appliqué. Donc, de cette manière-là, vous êtes sûr que votre déclassement remplit bien là, les délais qui sont déjà en fait, en vigueur de votre côté
pour être sûr que vous pouvez vraiment déclasser tous vos éléments individuellement, là, tous vos volets individuellement pour bien respecter les délais. Et c'est un peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Oh non, il y avait les workflows aussi, désolé. Note aussi pour parler de workflow rapidement. J'en ai monté un pour le recrutement, juste pour dire ici à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment un enfilade de tâches pour faire une bonne gestion RH. Donc, si je vais dans mes tâches, je peux venir démarrer des workflows. Et des dossiers. Et de cette manière-là, ça vient me créer automatiquement des tâches pour suivre tout le processus ici d'un recrutement. Donc, compléter, prendre des décisions et les tâches vont changer en fonction des décisions qui sont prises. Donc, c'est vraiment pratique. Et ces éléments-là peuvent être envoyés à diverses personnes dans votre organisation. Donc, automatiquement dire, ah ben, moi, je prends il faut que je planifie une entrevue. Il faudrait que je regarde avec Ornella, ben, je pourrais lui envoyer la tâche automatiquement. Elle le recevrait. Donc, c'est vraiment un bel outil. Qui, en fait, toute la partie workflow est vraiment le fun à exploiter. Et ça va être, on va en parler quand on va parler du webinaire sur les contrats. Donc, juste une petite ouverture pour dire que ça existe, qu'on va vraiment venir l'explorer plus en détail ailleurs, mais que ça pourrait vraiment être une bonne pratique de votre côté au niveau des RH aussi. Et c'est le pour de vrai que j'ai pas mal pu présenter, je crois, qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, Ornella. Alors, laisse-moi regarder. Comment tu as fait pour appliquer un délai différent sur les volets? Oui. Donc, je vais juste montrer comment j'ai à partir du début, je suis allée dans pilotage, calendrier de conservation. Quand j'ai ajouté un délai, donc on préfère, je vais rester en RH parce que mon imagination est pas mon top après 1 heure de présentation. Donc, on va dire juste RH ici. On va définir RH, donc comme ça. Et pendant mes délais. Et je peux venir ajouter plusieurs délais. Donc, vous avez toujours le bouton ici, appliquer, ajouter un exemplaire principal qui vient nous donner l'opportunité d'ajouter certains délais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, par exemple, le premier, c'est carrière, je me souviens bien. Mon support, j'ai dit qu'il s'agissait d'un 888. C'est possible aussi au sein des délais. Qu'est-ce que j'en parle dans mon PowerPoint, mais que j'ai passé vite aujourd'hui, mais de mettre les dates de calcul à partir de dates spécifiques. Donc, comme je vous disais tantôt, par exemple, en carrière, c'est 75 ans après la date de naissance. Par défaut, Conselio prend tout le temps la date d'ouverture, donc c'est possible avec ces petites entrées-là de venir dire, moi, je veux prendre ma date de naissance pour faire le calcul. Donc, c'est vraiment super pratique. Vous voyez, vous avez plusieurs métadonnées, là, donc vous pouvez venir vraiment choisir quelle date vous voulez utiliser pour vos calculs, qu'est-ce qui est vraiment bien. Et là, je pourrais mettre mon nom au santé. Encore une fois, ici, on va faire vite, vite, vite. Je me souviens bien, c'était 3 descriptions. Donc, de cette manière-là, vous venez monter, ajouter vos délais. Moi, ça m'a fait ma règle ici avec mes 4. Et maintenant, quand je viens ajouter un dossier, je viens choisir ma rubrique. Que je retrouve la bonne règle que j'ai utilisée. Je ne trouve pas ma règle, mais si je viens ici, modifier, et vous voyez, en fait, quand je viens choisir, quand j'ai ma bonne rubrique et ma bonne règle, ça vient apparaître tous les 4 délais que j'ai entrés. Et de cette manière-là, je peux venir sélectionner c'est quel délai qui va venir s'appliquer pour le sous-dossier en question. Donc, c'est de cette manière-là que je fais. Donc, je viens créer mes délais multiples. Puis une fois que j'ai sélectionné la règle dans ma création de dossier, mes 4,
mes délais différents apparaissent, puis je peux venir choisir lequel je veux venir appliquer. OK, j'espère que ça répond à la question, sinon n'hésitez pas à nous relancer. Sinon, si je déclasse un dossier par an, est-ce que ces sous-dossiers sont également déclassés en même temps, tout en conservant la même hiérarchie? Pas nécessairement. Il y a une configuration qui existe en Constellio pour venir dire oui, je veux que mes dossiers parents, mes dossiers enfants soient déclassés en même temps ou non. Dans les besoins des dossiers RH, moi, j'ai choisi que non, je veux qu'il y ait un déclassement individuel pour tous mes sous-dossiers. Vraiment venir détacher cet héritage-là parce que justement, euh, ben, ça vient pas nécessairement s'appliquer pour tous mes sous-dossiers. Donc, non, là, c'est possible, c'est ça, de venir détacher le déclassement du parent et de l'enfant pour pouvoir appliquer les bons délais aux bons sous-dossiers. Si ça répond pas à vos besoins, c'est une configuration que vous activez ou désactivez. Donc, si vous voulez que tout de suite, juste à cocher oui. Puis, de cette manière-là, le déclassement va se faire du parent jusqu'à l'enfant, tout d'un bloc. Vu qu'on a un tout petit peu de temps, Farah, est-ce que tu voudrais montrer où? Oui. Juste où trouver les configurations après. Oui, pas de problème. C'est à partir du pilotage, configuration ici. Euh, et si je me trompe pas, c'est dans avancer non, ou dans déclassement. Ici, là, vous avez plusieurs onglets dans la configuration. Euh, donc, où est-ce que vous pouvez venir chercher? Ah, et vous voyez, c'est vraiment dans déclassement sous dossier déclassable séparément que vous pouvez venir activer ou désactiver selon les besoins. Super, merci. Alors, je continue de regarder si on a d'autres questions ou commentaires. Peut-être ce que je vous demanderais, est-ce que ce que Farah a présenté, ça répond quand même à des besoins? Est-ce que il y a des choses que vous auriez voulu voir que vous n'avez pas vues? Dites-nous en commentaire un peu qu'est-ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Oui, c'est exactement. S'il y a des choses que vous vouliez voir qu'on n'a pas vues, peut-être si vous le lancez, peut-être qu'on pourrait vous le montrer maintenant, tant qu'à être disponible et avoir des exemples sous la main. Ça me ferait, ben, en fait, moi, ça me ferait plaisir de vous montrer. Bon, pendant que Dans tous ça les cas, rentre, ouais, vas-y. parfait. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous étiez là lors du webinaire d'archives historiques, mais un peu sous la même formule, le PowerPoint, ben, il y a un PowerPoint vraiment plus détaillé qui va pouvoir vous être envoyé aussi, là, qui retrace la majorité des étapes que j'ai fait pour tout monter, parce que ben, c'est le PowerPoint de présentation, si vous voulez, un peu rapide pour vous mettre en contexte. Et il y en a un plus détaillé avec des captures d'écran puis des liens qui vont pouvoir vous aider aussi. Excellent. Bon, ben, on a des merci surtout. Merci à vous. Merci à vous de vous être présentés. Merci. Oui, puis je voulais dire aussi un gros merci aux personnes qu'on a consultées, qui font déjà la gestion des dossiers RH avec Constellio, qui nous ont donné un peu de leur temps pour nous guider puis voir un peu vos besoins. Donc, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Ça a vraiment beaucoup aidé. Absolument, c'est vrai. D'ailleurs, ça se peut qu'on contacte certains d'entre vous pour la gestion des contrats et la gestion des dossiers juridiques parce que ce sont les prochains webinaires qu'on veut présenter. Donc, si jamais vous avez un intérêt justement de participer à cette table ronde, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, l'enregistrement, la présentation et un guide de comment des étapes vont tous les trois vous être envoyés par l'équipe de communication dans les prochains jours. Merci à vous pour votre temps. Bon, ben, je pense que
Parfait. Ben, merci tout le monde. On vous souhaite une excellente fin de journée. Merci et à la prochaine.